bienvenue dans ce nouveau podcast de Plumania, mais pas que. Aujourd'hui, je vous propose un format inédit. Je suis accompagnée de Clément Couteau-Millero de BGE Picardie. L'histoire de Lyra et Plumania a démarré en 2023 et comme tout n'est que changement, aujourd'hui, le format des podcasts que nous vous proposons évolue avec la sortie du podcast Eclipse qui vient s'allier à Plumania. Tout à fait, avec un épisode du coup avec la thématique Préparez-vous à adopter une posture cohérente pour performer qui réunit nos deux communautés finalement. Exactement, parce que le concept, pour vous partager comment ça se passe dans les coulisses, Clément, tu as invité un membre de ta communauté, de la communauté de Lyra de BGE Picardie, et je suis aussi très heureuse de pouvoir faire appel à une personne de la communauté de Plumania. Du coup, on a François et Marielle, qu'on est enchanté d'avoir ce matin. Et pour commencer, ce que je vous propose à tous les deux, c'est de nous partager votre humeur du jour. Alors, vous précipitez pas, j'ai des petits cadeaux pour vous. Ce que je vous propose, c'est de choisir 2 cartes au hasard et d'en choisir une pour partager votre humeur du jour. Et là, les personnes qui sont du coup en audio... 2 ? Ouais, 2, comme ça, t'as le choix. Oui, mais elle n'est pas terrible, celle que j'ai choisie. Et pour vous, auditeurs qui nous écoutez, n'hésitez pas à retrouver la vidéo sur YouTube notamment, où vous pouvez retrouver en live ce temps d'échange très fun. Très fun. Alors, je fais une petite parenthèse, ça permet à François et à Marielle de méditer sur ce qu'ils vont nous partager, mais c'est un jeu de créativité qui a été lancé par une entrepreneure de la communauté Lyra qui s'appelle Charlotte Farkas, et de Rêves de Coquelicot. Et donc, c'est sorti il n'y a pas très longtemps dans le cadre du lancement de son magazine Diapositive, donc je vous invite à regarder un petit peu ce qu'elle fait. Donc c'est les cartes multicolores qui permet aussi de l'utiliser dans la sphère pro, perso. On va pas entrer trop dans le détail, mais en tout cas c'est un outil de créativité hyper intéressant pour ouvrir la parole. Et donc c'est le moment, c'est votre moment. Qui veut commencer ? Alors, place aux hommes. Ah, bravo. Écoute, sur la carte de droite, il y a un cœur. Moi aujourd'hui, comme tous les jours de ma vie, j'ouvre mon cœur. Et par rapport à la vente, je dis souvent que la vente c'est une activité qui se fait de cœur à cœur. Donc voilà, bien joué. Le sort a bien m'a tendu une perche. Et puis là, je vois un triangle, c'est ce qu'on voit en premier. Et les triangles, on s'en sert souvent pour expliquer les différents piliers. Ça marche le monde marche souvent par 3. Donc, je pense qu'on va pouvoir, au cours de notre entrevue, compléter chaque sommet du triangle. On va utiliser la métaphore du triangle pour alimenter les choses. Voilà, exactement. Est-ce que tu peux nous les montrer ? Oui. Vu qu'on est en vidéo maintenant. Alors, le cœur. Ah oui. Et le triangle. Le triangle, c'est un album de Pink Floyd. Aussi. Merci François. Voilà. Du coup Marielle, c'est à toi. Alors, celle de droite, ce sont pour moi des fleurs. Alors moi, j'ai mon symbole, mon logo qui est en fait un peu l'arbre qui a ses racines bien ancrées dans la terre. Je suis quelqu'un qui est aligné avec qui je suis. Et ça fait me penser là, le printemps, l'été, les fleurs que j'adore. J'adore jardiner, donc c'est un peu, ça fait référence à qui je suis et comment j'accompagne aussi les personnes. Disons que je les prends comme elles sont et j'essaye de les révéler et de les éclore comme des fleurs. Celle de gauche, je dirais, c'est quand j'accompagne quelqu'un, un individu, que ce soit en particulier ou dans une organisation, je sais que la personne est en bascule, ça me fait penser ça, elle arrive avec tout son bagage qui est assez lourd, et pour moi c'est de le rééquilibrer. Alors je vais vous montrer donc la première photo. Merci beaucoup. Et puis la deuxième, voilà, la bascule. Excellent. Ça me fait penser à ça. Comme quoi on ne tire pas les cartes pour eux.
Oui, Semble-t-il. Au départ, j'étais un petit peu... puis je me suis dit non, c'est ça qui me vient à Il l'idée. faut lâcher prise et on trouve des idées. Bon, en tout cas, on a une passion commune, c'est super. Là, le jardinage. C'est cool. Alors, pour la suite, pour continuer à faire connaissance, vous avez choisi, une carte personnalité chacun. On va inverser du coup les passages. C'est plus sympa. Après, on fera dans l'autre ordre. L'idée, c'est de nous partager pourquoi vous avez choisi cette personnalité et en quoi elle vous inspire aussi dans le cadre de votre activité, mais pas que. Hein. Comme je vous l'ai dit, il y a une liberté. Faites comme vous voulez dans l'expression. D'accord. Tu veux commencer ? Oui, alors moi j'ai choisi, j'avais une hésitation, hein, C'est vrai. Donc j'ai pris Gandhi. Alors pour son courage, parce que j'affectionne le courage, l'authenticité, je suis quelqu'un en paix, hein, voilà, aligné avec qui je suis et qui prône un peu la justice sociale. Une battante. Des valeurs. Merci. Alors moi j'ai choisi Teddy Riner, alors pas du tout pour le judo parce que je ne suis pas du tout judoka. Et d'ailleurs la première fois que j'ai fait du judo, mon frère m'a fait un nogoshi et il m'a cassé le poignet. Donc j'en ai pas gardé forcément un très bon souvenir. J'ai choisi Teddy Riner parce qu'en fait Teddy Riner depuis l'âge de 14 ans, il fait de la préparation mentale. Et il a très très tôt compris que le physique c'était une chose, bon il est assez imposant le sien, la technique c'était indispensable, mais que s'il n'y avait pas une préparation mentale derrière, on avait du mal à matcher. Si on reprend l'image du triangle, hein, en voilà 3 de sommet. Et pour la vente, c'est la même chose en fait. Si on a la technique de vente et puis si on a un certain entraînement en allant voir des clients, si on n'est pas aligné avec ce qu'on est, on performe moins. Donc voilà, Teddy, c'était celui qu'il fallait pour aujourd'hui. C'est un super apport d'ailleurs et merci pour ce partage François par rapport au fait qu'à 14 ans, Teddy Riner ait eu cette prise de conscience de l'importance de se préparer mentalement à performer. Ah oui, c'est clair. Ouais. Ce qui s'aligne avec la thématique du jour, c'est parfait. Totalement. Oh, il l'a pas choisi par hasard, il avait anticipé le coup de toute façon. Ah là, j'avais pas anticipé, mais il m'a sauté aux yeux. Ouais, je crois que tu me l'avais déjà partagé d'ailleurs, ce témoignage de Teddy Riner. Merci beaucoup à tous les deux en tout cas d'avoir joué le jeu. On en garde un de côté. Peut-être qu'avant ça, ce que je vous propose, c'est qu'on en sache un petit peu plus sur vos activités respectives. Est-ce que tu veux poser la question, Adriana, par rapport à ça ? Avec joie. Vas-y. Marielle, au quotidien, tu es révélatrice et accélératrice du capital humain. Et toi, François, tu es préparateur mental à la vente. Et ce que nous souhaitons vous demander, c'est qu'est-ce que l'entrepreneuriat a changé dans votre vie ? Alors du coup, c'est moi qui commence, hein, c'est ça ? Libre à vous de vous battez pas, on va faire ça. On a des places aux... J'ai cru comprendre qu'on Oui, on inverse de temps en temps. On inverse. Mais en fait, ça n'a rien changé pour moi. Je pense que j'étais entrepreneur dans l'âme, même quand j'ai passé 15 ans à être salarié. J'avais quand même toujours une problématique en tant que salarié, c'est que je trouvais que je passais beaucoup de temps à faire des rapports pour expliquer aux gens pourquoi je faisais ce que je faisais. Et quand je suis passé à l'entrepreneuriat, j'ai gagné 50% de temps en fait, puisque j'avais pu expliquer aux gens pourquoi je faisais ce que je faisais, je le faisais. Et donc ça a changé ça, du coup j'ai eu plus de temps. Donc comme j'avais plus de temps, j'ai pu ouvrir les chakras, j'ai pu m'ouvrir à des choses en fait que j'avais jamais pu faire avant. Et j'ai pu en particulier réaliser ce que j'appelle la quintessence de la vente, c'est-à-dire développer une activité pour répondre exactement en tout point à un besoin exprimé par un client. Chose qu'il est impossible de faire quand on est salarié ou même quand on a monté sa boîte en ayant une idée très précise. Alors que pour moi, l'entreprise, en fait, ou l'entrepreneuriat, c'est répondre à une problématique du terrain. Et c'est vraiment cette posture-là que j'ai eue dès le départ. Et par ce biais-là, en fait, c'est le marché qui a fait mon entreprise et c'est pas moi qui ai fait mon entreprise tout seul, ex cathedra, en me levant un matin après m'être rasé. Et d'ailleurs, par rapport à ce que tu nous partages, François, est-ce qu'on pourrait considérer
que tu te serais presque inconsciemment préparé mentalement à l'entrepreneuriat à travers tout ce que tu as vécu dans tes expériences en tant que salarié. Oui, oui, alors complètement, parce qu'en fait, moi je me rappelle très bien, j'ai commencé ma carrière en Allemagne. Et donc à l'époque j'avais 24 ans, hein, j'étais jeune. Et à chaque fois que je rencontrais enfin pas à chaque fois, mais souvent quand je rencontrais des clients, comme par hasard je rencontrais assez souvent des entrepreneurs, et à chaque fois je me disais mais tiens, il y a un truc à faire avec eux. Et tout au long de ma vie ça a toujours été ça, sauf que j'ai jamais véritablement osé. Et il a fallu que je me retrouve aux États-Unis dans une expatriation en tant que salarié, qui s'est terminée. J'ai tout fait en fait pour que ça se termine finalement, enfin quand j'ai vu que ça tournait vinaigre. Et le retour en France, pour moi, c'était une évidence que c'était le moment de créer l'entreprise. Alors que j'étais dans une situation plutôt compliquée, hein. La mère de mes enfants ne travaillait pas, j'avais 3 enfants, et ça faisait 3 ans que je n'étais pas retourné en France. Donc c'était un peu complexe, mais en fait à ce moment-là, je me suis dit, bah voilà, fais-le. Et puis si tu es aussi bon que tu penses que tu l'es, bah vas-y, prouve-toi-le, quoi. Et donc je me suis lancé, et puis voilà, ça c'était en 2007, on est en 2025, je suis toujours vivant. donc voilà. Et puis surtout ça s'est développé en fait, et entre ce que je faisais en 2007 et ce que je fais aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Quoique. Et quelle a été la place de la curiosité dans ta vie ? Ah bah ça, moi c'est le centre de ma vie, la curiosité. J'ai toujours été curieux en fait. J'ai choisi de faire des études d'ingénieur agronome parce que j'habitais en ville et qu'on faisait beaucoup d'allers-retours entre Nancy et Dijon, parce qu'on avait une famille à Dijon, puis on avait de la famille à Nancy, enfin on habitait à Nancy. Et pendant ces 200 km où on ne s'arrêtait jamais, parce que mon père était toujours en retard, je voyais plein de choses, des vaches, des prairies, des champs, et je me disais toujours, mais qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Et en fait, j'ai fait ces études parce que je voulais savoir ce qui se passait dans les champs. Et puis en fait, j'ai jamais exercé le métier d'ingénieur commercial, d'ingénieur agronome, puisque je suis tombé dans le commercial dès le premier jour de ma carrière professionnelle. Dans la marmite du commercial. Ouais, c'est ça, ouais. Merci beaucoup pour ton partage, François. Et toi, Marielle, qu'est-ce que l'entrepreneuriat a changé dans ta vie ? Alors, a changé, alors je dirais plutôt que j'étais salariée, mais pendant une bonne partie de ma vie professionnelle. Mais il y avait déjà aussi le fait que mes parents étaient dans l'entrepreneuriat, quand même, donc étaient de domaine agricole, donc étaient agriculteurs. Et je crois qu'on a eu une éducation, ma sœur et moi, vraiment plus dans l'entrepreneuriat, mais salarié, dirons-nous. Et j'ai eu quelques projets, quelquefois, mais bon, je suis revenue, mais non, tu sais, tu as une bonne place, reste-y. Mais il y avait toujours cette envie de faire autre chose parce que j'avais tendance à m'ennuyer. Donc je prenais beaucoup de projets. Et puis, à un moment donné, il y a eu le fait de ne plus être en adéquation avec les valeurs de l'entreprise. Et puis, on a connu aussi le Covid, tout ça. Et donc, ça m'a semblé beaucoup plus me convenir écologiquement et en adéquation avec mes valeurs de tenter l'expérience. Et ça a été de dire, j'ai des propositions, des opportunités, alors j'y vais. Donc moi, ça fait moins de temps que François, mais c'est 2020, donc ça fait 5 ans et je ne regrette pas parce que pour moi, c'est aussi de se sentir libre, mais d'avoir aussi des routines, des choses bien à mettre en place pour pouvoir travailler, pour avoir cette bascule en fait entre le monde salarié et le monde de l'entrepreneuriat et puis d'être à son compte aussi. Voilà. Votre univers est passionnant à tous les deux. D'ailleurs, je me permets de rebondir sur ce que tu nous as partagé, Marielle. Ça ne fait que 5 ans par rapport à François. Et finalement, quelle est l'importance du temps qu'on passe dans une activité ? C'est ce qu'on y vit.
finalement qui crée la différence, parce qu'on a beau faire une activité pendant 10 ans, si c'est le calme plat dans cette activité, ok, ça fait 10 ans. Par contre, de quoi on s'est nourri pendant 10 ans et qu'est-ce qu'on a apporté pendant 10 ans? Alors qu'une personne qui vient de se lancer, qui démarre sur les chapeaux de roue, qui s'est lancée depuis 1 an et qui va vivre 1000 aventures et qui va vivre 1000 choses différentes de 50 000 façons différentes, sera peut-être plus nourrie qu'une personne qui a 10 ans d'expérience. Donc finalement, le temps, ça reste un indicateur. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout à fait. Je rebondis là-dessus. C'est vrai que moi, ça m'a permis vraiment de dire, j'ai appris énormément de choses, rencontrant beaucoup de personnes aussi, qui partageaient plus ou moins les mêmes orientations. Mais j'ai appris beaucoup plus. Et je me suis, la curiosité à accentuer, à revivre des choses, à avoir beaucoup de contacts, même en dehors de la France. Et ce qui fait qu'on s'enrichit au contact des autres. Et ça, c'est une richesse et il ne faut pas rester seul. De toute façon, on le dit souvent, mais c'est vrai. Le contact des autres nous apprend énormément pour travailler sur notre posture, sur notre façon de faire et nous remettre toujours en question. Oui, en fait, je voulais rebondir sur la notion d'expérience. Et je me souviens quand j'étais jeune rebelle avec mon père, j'aimais bien m'affronter avec lui, c'est comme ça qu'on grandit en général. On a parlé un jour d'expérience, et en gros, il était en train de me dire qu'à 20 ans, je savais certes bien m'exprimer, j'avais fait des études, mais je n'avais pas d'expérience. Et je lui avais dit, mais écoute, tu sais papa, est-ce que l'expérience, c'est pas aussi parfois la capacité à reproduire les mêmes conneries éternellement? Et là, il m'a regardé, il m'a fait un petit sourire, il m'a dit, ouais, c'est pas idiot mon fils. Et je pense que c'est ça en fait, c'est ça ou c'est pas ça d'ailleurs, mais l'expérience ne se mesure pas uniquement par le temps. L'expérience, c'est en fait la capacité à sortir de sa zone de confort, à partir dans des endroits dans lesquels qu'on n'avait jamais expérimenté jusqu'à présent, et puis c'est un des principes de l'effectuation, de l'entrepreneuriat en fait. C'est en fait, je fais, j'expérimente, je fais des bêtises, je fais des erreurs, et je les corrige. Et en fait, ça, c'est un des 4 piliers de l'apprentissage de l'humain. C'est un monsieur qui s'appelle, je ne sais plus comment d'ailleurs, qui est un neuroscientifique, qui l'explique très bien. Donc, l'expérience, c'est ça, en fait. Il nous arrive des choses. Ce qui est important, c'est pas ce qui nous arrive, souvent on ne le maîtrise pas, c'est la façon avec laquelle on va réagir en fait. C'est ça qui crée l'expérience, positive ou négative. Et le système de patchwork fou aussi, parce que tu as l'entourage aussi dans l'effectuation qui permet de nourrir le projet et de le tester peut-être aussi avec des bêta-testeurs ou des clients où tu améliores finalement ton offre petit à petit sans avoir le truc parfait, parce qu'on peut avoir des blocages aussi en se disant il faut que je construise la chose parfaite avant de me lancer. Il faut. Il faut déjà, où le mental il se dit waouh, ça va être compliqué. C'est ça. On se met la pression là. Exactement. En fait, c'est toute la problématique de l'innovation en fait. Les gens qui sont véritablement innovants, c'est des gens qui acceptent, en général ils ne sont pas perfectionnistes justement, parce que là ce que tu décris c'est du perfectionnisme. C'est du choix parfait, comme on dit. Joli driver. Voilà. Et en fait, c'est le fait de se dire, l'important c'est d'être rapide sur le marché. Et donc pour être rapide sur le marché, il faut accepter que ton prototype n'est pas encore parfait, tu vas le tester sur le marché, et c'est finalement le marché qui va te renvoyer les informations qui vont te permettre d'améliorer ton prototype ou ton modèle ou quoi que ce soit. Et pour ça, il faut accepter d'être challengé. Et l'entrepreneuriat, c'est aussi ça, c'est pas j'ai raison contre le marché, sinon on fait des concordes. On en vend 2. C'est ça. C'est en fait accepter ce que dit le marché et s'adapter. Alors on peut appeler ça des expérimentations ou des erreurs, peu importe, mais c'est trouver ce que le marché désire acheter en fait. Et ça ne reviendrait pas aussi au fait de s'accepter aussi Ah bien sûr, oui. Dans l'expérience. Surtout dans nos métiers d'accompagnement où, alors je sais que quand je dis ça, je choque 99% de mes clients potentiels, mais nous sommes le produit. Et oui. Donc oui, si quelqu'un vous fait comprendre que votre façon de procéder n'est pas tout à fait correcte, etc., oui, il va falloir
s'accepter et accepter qu'on n'est pas parfait. Exactement. Et c'est ce qui aide à grandir et à s'améliorer dans un processus d'amélioration continue finalement. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et puis c'est toujours cette posture en fait d'humilité. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien en fait. À partir du moment où tu as cette posture-là, tu acceptes naturellement les feedbacks, parce que justement c'est des feedbacks. Et c'est des feedbacks qui vont te permettre d'aller à l'étape suivante. Donc en fait c'est un processus d'amélioration, donc c'est génial. En fait c'est du consulting gratuit. Le marché c'est du consulting gratuit. L'apprentissage constant et se nourrir, et les personnes curieuses encore sont, comme tu le disais tout à l'heure, normalement ça alimente un petit peu la pompe. Il y a une question que j'aimerais te poser à Marielle tout à l'heure, parce qu'elle a ouvert une porte là-dessus, si tu me le permets. Avec joie. T'as parlé aussi du gap entre guillemets salarié-entrepreneur, et notamment sur cette question de discipline. Et je trouvais que c'était un sujet qui était intéressant par rapport à la thématique de notre épisode, notamment cette question de cohérence et de performance. Est-ce que toi, tu as une routine ou une discipline qui est instaurée qui t'a... Oui, parce que j'ai été salariée et j'ai fait beaucoup d'heures quand j'étais salariée. Donc forcément, le fait de faire beaucoup d'heures, quand tu es à ton compte, tu reproduis la même chose. Et les méthodes de travail que j'ai beaucoup appris, donc j'ai une discipline, c'est le matin, telle heure, je me mets à mon bureau, j'ai un planning qui est fait pour les prochaines semaines, souvent sur 2 ou 3 semaines, c'est bien complet. Je m'accorde aussi forcément du temps, parce que en étant entrepreneur, je m'accorde un peu plus de temps que quand j'étais salariée, je crois. Mais il faut avoir des méthodes de travail, il faut vraiment se mettre dans son planning Outlook, les choses à faire, de la prospection, du travail à faire, puisque comme je fais beaucoup de choses variées et que je suis assez curieuse, donc j'innove souvent. Donc je pense qu'il faut avoir cette discipline de se mettre des méthodes de travail, d'avoir un planning très, très rempli, de prendre du temps aussi pour rencontrer d'autres personnes aussi, ne pas être seul. C'est quand on est confronté dans l'accompagnement, d'avoir une problématique, c'est de pouvoir échanger avec des gens qui pratiquent le même métier mais qui sont dans le partage, parce que ça aussi c'est avoir aussi ses propres valeurs, mais aussi partager ses valeurs aussi avec d'autres personnes. Donc c'est aussi ne pas rester en fin de compte dire aujourd'hui j'ai pas envie, je vais procrastiner. Oui, alors procrastination, j'ai beaucoup travaillé là-dessus aussi, parce que c'est remettre à demain ce qu'on n'a pas envie de faire, et quelquefois c'est toutes les choses toutes simples. Je dis allez, ce matin c'est 1 heure, je consacre toutes les choses qui ne me plaisent pas, souvent des factures, des choses comme ça, j'aime pas trop, mais tout ce qui est administratif, faut le faire, parce que quand on est chef d'entreprise, on a beaucoup de choses à faire, il n'y a pas que le commercial, il y a de l'administratif, du financier, donc c'est de mettre des méthodes de travail assez strictes pour pouvoir continuer à développer son activité. Par le côté strict, tu entends quoi ? Moi, j'aime bien avoir mon agenda. D'accord. Voilà. J'ai aussi alors je fais des choses il y a des fois 45 minutes ou 2 heures pour me laisser un peu de temps de repos, de prendre un café, de passer un coup de fil, pour aussi être bien aussi moi-même. Et je fais du sport aussi, de la rando, je fais pas mal de qigong, des choses comme ça qui me permettent en fait compte d'équilibrer mon travail et ma vie perso. Et ce qui est important, c'est cet équilibre en fait vie pro, vie perso à conserver et à l'intégrer aussi dans son agenda comme tu l'évoques. Et puis cet aspect de se dire il faut penser à soi. Oui. Hyper important, et également que ça soit la santé, parce qu'on rencontre beaucoup de personnes même qui sont chefs d'entreprise et qui sont dans l'épuisement. Faut savoir aussi que les contextes économiques ne sont pas forcément très bons pour certaines entreprises, et le fait aussi, je pense, François, tu accompagnes les personnes, et des fois ils se remettent en question mais ils sont épuisés, ils ne savent plus à un moment donné, donc on arrive un peu à être leur béquille, et c'est aussi soi-même de prendre du temps pour pouvoir être en énergie, pour pouvoir les accompagner aussi. Parce que l'accompagnement, c'est aussi être en énergie pour accompagner l'autre. Merci beaucoup pour ce partage. Tu avais lancé une perche, il fallait la saisir. Oui. François, t'en penses quoi de ça ? Moi, pour rebondir sur l'accompagnement, pour bien accompagner, il faut être accompagné. Donc moi, je pense que la supervision, c'est quelque chose d'indispensable.
ne suis pas persuadé que tous ceux qui se revendiquent coach le fassent véritablement. Et pourtant c'est fondamental parce que si tu commences à régler tes propres problèmes avec tes clients, ça va pouvoir le faire. Et tu parlais d'ancrage tout à l'heure avant, hors micro comme on dit. En off. Mais c'est fondamental. Oui. L'ancrage, il vient aussi du fait d'être soi-même aligné avec ce que tu disais tout à l'heure, avec qui on est et surtout être parfaitement neutre par rapport à la personne qu'on a en face de soi. Donc soi-même se faire accompagner. Donc superviser. Utiliser le mot. Alors, non, c'est oui, le c'est jargon, vrai en que fait. le jargon. technique. Mais c'est vrai, moi je suis aussi suivie et je trouve que c'est bien, c'est d'avoir ce regard en fait compte comment on accompagne aussi les gens et comment on peut améliorer notre façon aussi, notre posture parce que c'est enrichissant et puis ça fait du bien aussi. Hein, c'est pas le tout de coacher les autres, mais c'est aussi être dans cette position d'être coaché aussi. Oui. Alors ce regard extérieur et puis aussi des méthodes qui permettent de te nourrir, si je comprends bien aussi l'idée. Oui. Moi je suis toujours, je cherche toujours des nouveautés, je cherche aussi je modélise beaucoup parce que j'ai fait beaucoup de PNL, mais je trouve aussi de rencontrer des personnes qui travaillent autrement, on apprend aussi, et ça nous permet aussi de revoir un peu notre façon d'accompagner, nos méthodes de travail. Ça revient sur l'histoire d'expérience de François de toute façon. Oui, voilà, tout à fait. Vas-y. Pour rebondir sur ce que vous partagez au niveau de la supervision, en effet, ce qui est très intéressant avec la supervision pour la pratiquer, donc ça c'est un choix que j'ai fait de me faire superviser et de superviser en fonction des demandes, c'est un espace où on peut se poser, P-A-U-S-E-R, et où on peut aussi poser ce qu'on vit dans sa pratique, dans un espace neutre et objectif, avec ce regard extérieur qui nous permet aussi de prendre du recul sur une situation et peut-être de comprendre des choses de façon différente, peut-être plus approfondie. Est-ce que c'est quelque chose que vous rencontrez dans votre quotidien ? En fait, moi, à chaque fois que je fais une séance de supervision, j'ai l'impression de passer à un nouveau... tu sais, c'est comme si je cochais un nouveau niveau de conscience. Je vois ça, moi c'est une dame qui me supervise, et à chaque fois, en fait, c'est comme si elle était sur mon chemin et puis qu'elle me faisait des checks. Excuse-moi pour le mot anglais, et on n'est pas trop en français. Et en fait, ça y est, ça tu l'as fait, et c'est rigolo parce que nul ne connaît le chemin, nul ne connaît la destination, on est tous sur son chemin, et c'est comme si moi j'étais le pèlerin là, sur mon chemin, et puis j'avance étape par étape sans m'en rendre compte, et en fait, elle me valide, elle me dit, ah bah oui, tiens, en effet, tiens, ça y est, t'as atteint ce niveau-là, c'est un peu comme un jeu vidéo. Même si en fait elle-même elle connaît pas, elle les connaît pas les étapes, elle n'est pas capable de me dire le prochain ce sera l'étape 5 et tu vas rencontrer tel truc, elle n'en sait rien. Mais c'est juste en fait cette évolution dans son propre métier en fait. Et ça pour moi c'est fondamental. Et parce qu'il faut on doit avoir cette métaposition, on doit être capable de s'observer en fait. Alors, tu parlais de PNL tout à l'heure, il y a des exercices de PNL où on voit, on se regarde en train d'agir. En fait, la supervision c'est ça, c'est tiens, à un moment donné j'ai fait ça, qu'est-ce qui fait que j'ai fait ça et je ne l'avais pas fait il y a 6 mois. C'est dans les 6 mois, on a appris, parce qu'on apprend énormément de nos clients aussi. Et donc c'est génial quoi. Et indispensable. Et le moyen de passer par rapport à ce que tu viens de nous partager au niveau supérieur. Ouais, c'est ça. Ouais. Enfin, moi j'appelle ça comme ça. Après, mais pour moi c'est ça. C'est vraiment des niveaux de conscience de soi, du monde et de la vie quoi. En fait, on avance quoi. J'ai commencé par poser la question à Marielle pour la suite. Parce que c'est dans ton intitulé. Bah oui. Donc on va commencer par toi et puis François complétera de toute façon. Du coup, quel est le lien pour toi entre la posture de l'entrepreneur et le capital humain ? En quoi c'est important ?
Un entrepreneur, le capital humain, qu'est-ce que c'est? Commençons par ça. Qu'est-ce que c'est, François? Posons les bases. C'est la personne elle-même, et qu'est-ce qu'elle sait? Donc c'est ses savoirs, ses savoir-faire, c'est aussi sa façon de se comporter, et comment elle a envie de voir les choses pour son entreprise. Est-ce qu'elle est persuadée que elle a toutes les compétences pour pouvoir occuper ce poste d'entrepreneur. Donc, et le capital humain, pour moi, c'est ce qui est le plus important dans une entreprise, parce qu'on a beau dire on a un capital économique, on a un capital productif, mais si on n'a pas les personnes qui sont relativement formées, qui sont motivées et qui ont envie d'avancer dans l'esprit d'entreprendre et de partager aussi les valeurs de l'entreprise, c'est difficile pour une organisation de pouvoir avancer, qu'elle soit publique ou privée, c'est hyper important pour moi. C'est vraiment de redonner en fait compte. Ma mission un peu, c'est d'arriver dans toutes ces organisations ou des individus qui viennent me voir en titre particulier, et c'est de les accompagner dans une démarche qui est complètement dans l'écoute en fait compte active, et avoir du sens et de co-construire en fait compte les choses. Et il y a une prise de conscience immédiate quand ils viennent te voir? Alors, je suis plus dans l'écoute et la bienveillance, mais je sais où j'appuie quand ça fait mal. T'as tes petits boutons là cachés, ça. Ouais. C'est ma petite, c'est mes outils. Et même si j'ai le sourire, quand je pose la question et je vois la personne, le chef d'entreprise qui me dit « Ah, je ne me suis pas posé cette question, mais elle est pertinente. » Et 2 jours après, il me rappelle « Là, il faut qu'on se voit. » Donc, c'est que cette question a été pertinente et que ça l'a fait réagir. T'as créé le cheminement finalement, peut-être. Oui, peut-être, j'en sais rien. Moi, je fonctionne T'actives. comme ça. J'active, j'écoute, je note bien les points qui sont à travailler, et j'ai aussi développé aussi ce qui est à l'intuition, c'est que je sens les choses et que je sais que là, il faut que je pose cette question. Je me permets de poser la question, comme en PNL, je me permets de poser la question. Et je crois que le capital humain, c'est vraiment ce qui est important. Et que quand on est chef d'entreprise, on doit aussi privilégier des moments de travail, mais aussi d'écoute de son corps et de son mental. Parce que j'ai rencontré dernièrement des chefs d'entreprise qui étaient en épuisement, parce que épuisement soit parce qu'ils ont trop travaillé, ou épuisement parce que ils n'ont plus de sens, ils savent plus comment faire dans leur entreprise. Mais du coup, tu parlais d'organisation, donc peut-être des structures avec une certaine taille tout à l'heure. Enfin, si j'ai bien compris, en tout cas tu pourras compléter, mais est-ce que, et c'était là le sens initial de ma question, c'est à quel moment finalement tu interviens? Est-ce que c'est en situation de crise? Est-ce que c'est quand on sent qu'il y a un truc qui coince? Ou finalement t'arrives vraiment en amont où il n'y a pas du tout? Des fois c'est les trois en même temps. Okay. Des fois c'est des situations de crise, la gestion de crise, et en plus j'en ai fait quand j'étais salariée, donc dans mon passé DRH, donc des fois ce sont des personnes qui il y a des problèmes de comportement ou des problèmes de santé mentale. Donc là, il faut être dans une posture d'écoute, et puis aussi d'accompagner, de dire les choses. Voilà. C'est quelquefois, dans notre profession qui est coach, moi j'ai tendance à dire les choses, à proposer des choses. Mais si si c'est un passage dans la thérapie, là je veux dire non, là il faut. J'ai des personnes qui sont dans mon entourage qui seront beaucoup plus professionnelles pour accompagner la personne. Et des fois c'est de l'anticipation. Okay. C'est le fait d'avoir accompagné certaines personnes dans l'organisation qui font on a pensé à vous parce que vous êtes vraiment la personne qui va convenir, et aussi parce que quand on est dans l'accompagnement, il faut aussi qu'il y ait un lien de confiance donc avec le client. Merci beaucoup. Tu veux compléter, François? Il y a eu plein de mots qui ont résonné en moi. Le premier, c'est la confiance. C'est le premier boulot, en fait. C'est instaurer la relation de confiance, parce que sans confiance, il n'y aura pas d'échange. Donc ça, c'est fondamental. Le second, c'est
c'est la posture c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, j'ai un être en face de moi, et en fait je ne comprends rien à ce qu'il me raconte. Et je ne cherche même pas à la limite à comprendre. Alors c'est pas toujours simple, parce que nous aussi on a un mental qui parfois ressurgit. Mais idéalement c'est ça en fait, c'est de poser des questions pour que la personne en fait arrive à se comprendre elle-même, qu'elle comprenne ce qu'elle se raconte. Parce qu'en finalement on est un peu ce qu'on se raconte, enfin on est même beaucoup ce qu'on se raconte. On est même que ce qu'on se raconte. Donc en fait, raconte-toi une histoire différente et puis ta vie sera meilleure. En plus, le langage structure la pensée. Donc le fait que la personne parle, en fait dans les entreprises, je travaille aussi en entreprise avec des managers, bien souvent la parole n'est pas forcément facilement libre, pas parce que les dirigeants sont des tyrans, c'est juste que on n'a pas eu cette habitude-là, surtout en France, surtout quand on est passé par l'éducation nationale. Donc le fait d'avoir un instant privilégié avec quelqu'un qui va écouter, qui ne va pas juger, avec qui il y a une relation de confiance qui s'est instaurée, les gens se livrent en fait, et se livrent très très rapidement et se rendent compte, en fait, exprime au sens littéral du terme, exprimer quoi, la pression hors de la bouche, ça sort, quoi. Exprime. Ça libère. Ouais, c'est ça, comme un peu comme un parfum en fait. On diffuse. C'est ça. Non, je parle de la fabrication. Ah oui, la fabrication, oui. L'essentiel. La substantifique moelle. L'essence, ouais, c'est ça, l'essence. Et donc faire sortir on dit souvent ce qu'ils ont sur le cœur, c'est un peu ça. Et puis à un moment donné, essayer de trier tout ça, quoi, parce que des fois ça sort, c'est l'entonnoir. Ouais, c'est une diarrhée verbale. Je sais plus qui une diarrhée verbale. Ça, c'est pas mal. Je sais plus qui avait sorti. Il parlait de parfum, maintenant il parle de diarrhée. Ça combine un peu les choses. Ouais, non, mais c'est le yin et yang. Ouais, c'est ça. C'est comme ça qu'on crée l'unité. Et en fait, c'est voilà, les gens parlent, s'expriment, et à un moment donné, faut trier. Et puis à un moment donné, il faut surtout que la personne décide ce qu'elle fait avec tout ça. Et c'est ça qui est fondamental. Ce qui est fondamental, c'est pas d'aller essayer d'expliquer, sauf si on est dans une posture de thérapie, comme tu précisais. Oui. Mais quand on est dans une posture où on essaie d'avancer, ce qui est important, c'est la mise en action. En fait. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et c'est la mise en action qui va faire que les gens vont exister, en fait. La différence entre être et exister. Donc voilà. Et ça, c'est notre boulot, en fait. C'est d'amener les gens à se mettre en action, à agir et à faire à mener leur vie. Que ce ne soit pas la vie qui les mène. Sachant que c'est précieux ce que vous nous partagez, et si on crée un lien avec tout ce que vous venez de partager, finalement nos pensées façonnent notre réalité, et à partir du moment où justement la perception d'une situation peut être vécue de 1000 façons différentes, amener une personne à pouvoir prendre conscience que sa perception finalement est aussi reliée à l'histoire qu'elle se raconte, pour revenir sur le terme histoire que tu employais tout à l'heure. Et Marielle, ce que je souhaitais te demander, tout à l'heure tu as évoqué le fait que parfois quand tu es face à un chef d'entreprise et que tu poses la question, celle où le chef d'entreprise ralentit et se dit « je ne m'étais pas posé cette question », et c'est là où c'est particulièrement intéressant. Est-ce qu'on ne pourrait pas, pour imager le capital humain, imaginer que le corps de la personne, imaginons auditeurs et auditrices, dans votre activité au quotidien, si vous vous imaginez, si vous vous projetez dans votre entreprise, finalement, qu'est-ce que votre entreprise représente ? Ça pourrait être par exemple la tête, le mental, la gouvernance, le cœur, la transmission, l'ADN de votre expertise, de votre savoir-faire et de ce que vous transmettez à vos clients avec amour. Et finalement, chaque partie de votre corps peut représenter finalement ce capital humain. Qu'est-ce que tu en penses, Marielle ?
Oui, on le voit dans le non-verbal, quand on pose certaines questions en accompagnement, on le voit la personne réagir. Il y a souvent un recul, il y a le fait que ça peut toucher le mental, comme tu dis, si les personnes sont en tête, si c'est le cœur qui réagit, et donc on peut avoir aussi des larmes, des choses comme ça. Et on est tous des humains, avant tout. C'est ça, et quand pas des c'est machines. tout à fait, et quand c'est le ventre qui réagit, ça peut prendre aussi aux tripes. Quelque chose peut-être qu'on a du mal à digérer ou à accepter dans une La situation. gorge, le fait de ne plus pouvoir parler, ça est déjà arrivé. C'est de dire qu'est-ce qui coince, qu'est-ce que je n'arrive pas à dire. Et pour reprendre ton parallèle entre l'entreprise et le corps, moi je pense que l'entreprise, c'est la raison d'être de l'entreprise, qui est en fait ce qui est fondamental pour une entreprise, et ce sur quoi chaque chef d'entreprise et chaque entreprise devrait passer du temps, et le faire sérieusement, pour moi, elle est au cœur. C'est le cœur, en fait. Et c'est ce qui fait que même quand il n'y aura plus l'environnement qu'on a aujourd'hui, l'entreprise perdurera parce qu'elle se réinventera dans quelque chose qui correspond toujours à sa raison d'être, qui, elle, est immuable. Et pour moi, le cerveau, le cerveau ou le mental, c'est le moteur. C'est lui qui va permettre de faire avancer l'entreprise, donc c'est le moteur, alors après avec les bras, les jambes, etc. Mais, et ce qui est important, c'est que le mental se mette au service du cœur et pas l'inverse. Et en fait, quand on parle de préparation mentale, en fait, c'est toujours un peu un terme mal utilisé, parce qu'en fait, c'est pas de la préparation mentale, c'est plutôt une préparation à ne pas tomber dans son mental. Parce qu'en fait, quand on est dans le mental, c'est là qu'on arrive à les burn-out, les échauffements de bile ou autres, etc. En fait, c'est quand on est enfermé dans son mental. C'est particulièrement intéressant et très subtil ta vision, François. Et peut-être que tant que le cœur bat, l'espoir est là. Oui, mais surtout tant qu'on écoute son cœur, en fait. Moi, j'ai trouvé une phrase la dernière fois, là, en m'inspirant de Saint-Exupéry, je dis bien, je reviens toujours à la vente, puisque c'est mon dada, on ne vend bien qu'avec le cœur. Et je pense qu'on n'entreprend bien qu'avec le cœur. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'expériences qui se font même au niveau de grandes entreprises, où on commence à s'autoriser à parler du cœur. En tout cas, c'est merveilleux qu'on ait pu s'autoriser largement à pouvoir en parler. Et est-ce qu'il y a cette histoire d'incarnation dans ce que vous évoquez ? L'incarnation, en fait, elle se fait après. C'est-à-dire que tu définis une raison d'être. Une raison d'être, c'est quelque chose d'immuable. Et ensuite, cette raison d'être va s'incarner dans un certain nombre d'activités. Donc, qui peuvent être multiples. Mais le fondement de base, c'est la raison d'être. Et la raison d'être, ça prend du temps à se définir. Parce que la raison d'être, c'est celle qu'elle a. C'est pas je suis coach, c'est pas une raison d'être. C'est une activité. Et c'est les fameux concepts développés par Steiner, en fait, sur le why, enfin, le pourquoi. On parlait en... C'est bien, il utilise des termes français. Pour creuser justement davantage sur le pourquoi. Ouais. L'idée, c'est on va aller un petit peu plus loin sur cette histoire de posture. Et là, vous avez lancé un petit peu de billes par rapport à ce qu'on a, par rapport à la thématique de l'épisode. Mais si on pouvait un petit peu creuser le sujet sur pourquoi et comment on peut adapter cette posture de performance. Marielle, je te laisse démarrer. Qu'est-ce qu'on peut... Toujours avec cette histoire de cohérence. Oui. Si François, tu as déjà une idée. En fait, le pourquoi et le comment, c'est ce qu'on vient de dire, en fait. C'est la raison d'être et ce qu'on met en place pour y arriver. En fait, ce qui est important au départ, c'est la raison d'être, c'est le cœur. C'est qu'est-ce qui me fait vivre, en fait, ou qu'est-ce qui me fait vibrer. Et ensuite,
comment est-ce que ça s'incarne, pour reprendre le mot que tu as utilisé tout à l'heure, dans la réalité. Et ça, c'est le comment. Mais ce qui est important fondamentalement, c'est le pourquoi originel en fait. Qu'est-ce qui fait, mais moi, et c'est une question que j'adore. Moi, j'adore discuter avec des chefs d'entreprise ou avec des gens qui ont créé d'ailleurs. Moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est de savoir ce qui fait que les gens ont fait à une époque ce qu'ils faisaient. Il y a une raison. Alors, c'est le grand-père, l'arrière-grand-père, machin. Enfin, quand c'est des entreprises familiales, j'aime bien les entreprises familiales. En fait, c'est intéressant. C'est qu'à un moment donné, une personne s'est dit, tiens, il y a une problématique sur le marché et je vais régler cette problématique. Et puis après, si c'est une problématique importante, ça va s'agrandir. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui a fait que je me suis intéressé à ça. Et c'est ça en fait, et souvent les gens n'en ont pas conscience. Et quand tu fais parler les gens sur l'histoire de leur entreprise, c'est passionnant. L'histoire avec un grand H, c'est passionnant parce qu'en fait, là, tu arrives justement au cœur de la création. Et ensuite, c'est voir comment, pour reprendre le comment, comment ce pourquoi est devenu ce qu'il est devenu en fait. Et entre le pourquoi et le comment, il y a le quoi. C'est les trois questions, hein, c'est les trois cercles en fait. On en revient au triangle ? Non, triangle c'est mieux. Ouais, on met en triangle. Mais en fait, voilà, c'est ça qui est fondamental. C'est d'ailleurs pour ça que moi, je raconte des histoires dans mon podcast La Voix de la Vente. Je fais un petit peu de pub. T'as raison. Chaque jeudi. C'est aujourd'hui, jeudi, hein ? Ouais. Ah bah voilà, aujourd'hui, il y en a un qui est sorti. Exactement. Super épisode de moins de 5 minutes qui parle de la vente, mais en fait, il parle pas de la vente, il parle de la vie. Parce que la vente, c'est la vie. Hein. Et pour moi, les histoires qui racontent l'histoire, c'est un outil super puissant parce qu'en fait, chacun peut se l'accaparer et se l'accapare pas par la tête, se l'accapare par le cœur. Donc on revient toujours au cœur. On y revient toujours. Voilà. C'est vrai. Le cœur. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée. C'est le cœur qui fait avancer aussi le mental, hein, où le mental peut aussi coordonner avec le cœur. Oui, tout à fait. Ouais. Et donc le fait de savoir, de définir sa raison d'être, mais c'est aussi j'ai envie de ça, mais qu'est-ce que je vais mettre en place ? Bon, on peut avoir aussi, on rencontre beaucoup de chefs d'entreprise qui ont du cœur, mais à un moment donné, ils n'y croient plus parce que ils mettent pas des actions. Ils ne mettent pas des choses, des étapes en place et d'un moment donné, ils disent j'abandonne. Après aussi, il ne faut pas ignorer tout ce qui est fluctuation économique. Hein, et quand on vend quelque chose, on est son propre produit, mais quand c'est des particuliers, il y a des personnes qui s'orientent sur du particulier, et bien là c'est compliqué. Hein, c'est dire là peut-être c'est pas le secteur qu'il faut, c'est peut-être pas encore bien compris. Et même si la personne elle est convaincue de son truc, mais que financièrement ça ne débouche pas, c'est de se remettre aussi en question. Donc il y a le cœur, il y a le mental, mais qu'est-ce que je fais aussi, comment j'avance ? Est-ce que, comme tu disais tout à l'heure, le produit, il faut qu'il corresponde à une demande des clients. Hein. Si c'est pas en corrélation, faut faire autre chose. Hein. Faut pas insister, je pense. Oui, alors là, tu parles aussi de situations où le modèle économique commence à s'effriter. Oui, faut pas l'ignorer ça. Parce que... Ça peut être un facteur effectivement d'éteindre un petit peu le feu intérieur. Mais avant que tu enclenches là-dessus, je voulais te poser la question, donc c'est intéressant. Prenons un exemple, une entrepreneur ou le dirigeant qui perd un petit peu cette étincelle-là, et pas pour des raisons économiques, qui croit effectivement au point de départ, à l'histoire de départ, mais malgré tout, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, et le mental a pris le dessus. On se pose des questions, on remet tout en cause. C'est des situations finalement où la performance, là, elle est en chute libre, parce qu'il y a une remise en cause. Peut-être qu'aussi c'est la peur de nouveaux challenges, comme tu disais François tout à l'heure. Voilà, une évolution qui arrive. Qu'est-ce qu'on fait ? On le voit bien, on est dans quand même une mutation économique, technologique, et des organisations sont
tout ce qu'on a bâti depuis quelques années, on se rend compte qu'on perd de plus en plus des repères et qu'on entre dans une nouvelle transformation du monde du travail. Et c'est là de faire prendre conscience aux organisations, aux individus que évidemment on ne va plus se baser sur ces repères-là, mais qu'à un moment donné, il y a une prise de conscience de qu'est-ce qu'on fait. Par exemple, je prends un exemple pour tout ce qui est RH, je suis désolée, mais on parle de oui, on ne trouve plus, on n'arrive plus à trouver des talents, on n'arrive plus à recruter, mais concrètement, toutes les méthodes de recrutement sont toujours les mêmes. Donc il y a peut-être quelque chose où il faut adapter peut-être une autre façon de recruter, même si il y a des choses qui sont nouvelles, mais c'est peut-être parce que, oui, alors on parle de marque employeur, etc., mais il y a peut-être autre chose à faire. Donc il y a aussi, c'est accompagné un peu dans des transformations un peu humaines, moi j'appelle ça, ma raison d'être, c'est plus ça, les transformations humaines, et de rapporter peut-être des choses complètement nouvelles pour pouvoir redonner un peu aux chefs d'entreprise le fait de dire, oui, alors vous êtes conscient, mais qu'est-ce que vous faites ? Ah ben on fait ça, mais qu'est-ce que vous avez envie de faire ? Vous avez envie de recruter des personnes, comment vous vous y prenez ? Donc c'est peut-être de changer notre façon de voir les choses et de prendre le problème plutôt à la racine en fait. Oui, et puis vous en avez parlé aussi tous les deux, c'est que c'est en perpétuel mouvement et tu as 5 ans d'activité, tu en as perpète, une vingtaine. Je pense qu'il y a aussi ces étapes-là charnières où à un moment donné le château, on rajoute des cartes. Oui. Et puis en fait on va déplacer, on va en construire un autre à côté, mais c'est ce gap, ce passage qui peut être difficile si je comprends bien. François, tu veux compléter ? En fait, moi je pense, pour répondre à ta question, si ta raison d'être a été bien définie, tu t'adapteras en fait. Pour moi c'est ça qui est fondamental. Si la raison d'être de l'entreprise est bien définie, déjà elle n'a pas de raison d'évoluer, elle va juste prendre des formes différentes. C'est ce qu'on appelle l'identité profonde et l'identité de forme. Là, en fait, aujourd'hui, des entreprises travaillent par exemple sur la mobilité. Elles fabriquent des automobiles. Demain, pour une raison X, on ne peut plus fabriquer d'automobiles. Elles fabriqueront autre chose. C'est tout. Et en fait, pour moi, ce n'est pas un problème de méthode. C'est pas non plus un problème d'évolution de la société. La société, elle a toujours évolué, l'histoire, elle a toujours évolué. C'est un problème d'adaptation et tu ne peux véritablement t'adapter qu'à partir du moment où tu as une raison d'être correctement définie. Et c'est comme ça qu'en fait les entreprises, qu'elles soient capitalistiques au plus haut degré ou qu'elles soient familiales, elles perdurent parce que elles ont fondamentalement une raison d'être. Alors qui est exprimée ou qui n'est pas exprimée, mais elles ont, on appelle ça une identité, mais pas une identité de forme, une identité profonde, l'essence, ce qu'on disait tout à l'heure. Et à partir du moment où tu es stable là-dessus, tu t'adapteras. Si tu regardes un petit peu les évolutions d'entreprise, parfois c'est vraiment amusant en fait de voir comment certaines ont réussi à évoluer entre ce qu'elles faisaient au début et ce qu'elles faisaient à la fin. Ça n'a a priori rien à voir si on regarde uniquement les produits. En revanche, la raison d'être n'a pas changé. Et puis, à contrario, les entreprises qui s'étaient... le meilleur exemple, c'est Kodak. On en parle souvent. C'est Kodak, et puis il y en a une autre, c'est Panam. C'est des entreprises qui, elles, en fait, se sont identifiées à leur identité de forme. Donc... et pourtant, c'était des fleurons. Enfin, je veux dire, qui aurait pu imaginer que Kodak se casserait la figure il y a 40 ans Ils se sont cassés la figure parce qu'ils n'ont pas voulu considérer que le numérique allait arriver. Ils n'y ont pas cru. Enfin bon, blablabla. Tous les visionnaires, il y a énormément de cadres dirigeants visionnaires qui peuplent les cimetières, qui n'ont pas vu venir le vent. Mais voilà. Et pour moi, fondamentalement, c'est ça. Et à partir du moment où on est ancré là-dessus, on saura s'adapter. À présent que nous en savons bien plus sur l'importance et la manière de pouvoir adopter une posture cohérente pour performer, ce que nous souhaitons vous poser à présent comme question, ce serait, imaginons si vous vous reprojetez
au début de votre vie entrepreneuriale, si avec la connaissance de tout ce que vous avez vécu jusqu'ici, vous aviez la possibilité de vous poser, de partager un conseil à la personne que vous étiez au démarrage de votre activité, quel serait le conseil que vous pourriez vous apporter aujourd'hui? Fais-toi accompagner. Fais-toi accompagner en fait pour arriver à prendre du recul. Parce que moi, quand j'ai commencé en 2007, en fait, les choses se sont construites assez naturellement. Parce que justement, il y avait une raison d'être qui était claire, en fait, même si elle n'était pas forcément exprimée avec les mots que j'utilise aujourd'hui. Je pense que c'était assez clair dans ma tête. En revanche, il y a à un moment donné des choix qu'on fait et qui sont bons ou qui sont mauvais. Et je pense que certaines périodes de ma vie, si j'avais rencontré quelqu'un comme moi, ça m'aurait fait du bien. Ah oui, ça c'est beau. C'est très beau. Enfin, comme moi aujourd'hui. Bien sûr. Parce que moi, j'avais des miroirs, je me regardais une fois dans la glace, mais ça ne suffisait pas. Est-ce que ce ne serait peut-être pas aussi l'élévation presque de conscience par rapport à tout ce que tu as vécu et tout ce que tes expériences t'ont apporté? Est-ce que ça t'a permis de comprendre aussi? Ah bah oui. En fait, c'est l'évolution. C'est l'évolution, c'est les évolutions des niveaux d'expertise. C'est-à-dire qu'au départ, tu fais, et puis tu y arrives. Ensuite, tu commences au fur et à mesure de prendre conscience que ce que tu fais, c'est pas naturel. C'est une expertise, c'est un savoir-faire que tu as développé. Et quand tu l'as quelque part un peu modélisé, tu peux commencer à le transmettre. Et aujourd'hui, je suis dans cette phase-là. En fait, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est savoir ce qu'on sait quand même. Il y a quand même un certain nombre de choses qu'on sait et qu'on peut modéliser pour les transmettre en fait. Et moi j'ai développé ça dans la vente. Et bien souvent je rencontre des gens qui me disent mais en fait c'est simple. Je dis non, c'est pas simple. Tu es dans ton domaine d'expertise. Et quand tu es dans ton domaine d'expertise, tu as l'impression que tout est simple. Ben oui, puisque tu es dans ton domaine d'expertise. Et du coup, tu comprends pas que les gens comprennent pas, puisque pour toi c'est évident. Et ça souvent, c'est arriver à faire prendre conscience aux gens que l'évidence, pour toi, ne l'est pas forcément pour les autres. Et parfois, il y a surtout quand on a des chefs d'entreprise qui sont un peu fait des efforts, c'est important de leur faire comprendre que on va pas tous à la même vitesse. Et toi, Marielle, quel serait le conseil que tu t'apporterais? Fais-toi confiance. N'écoute pas forcément les mauvaises ondes autour de toi et trouve les bonnes personnes qui peuvent t'accompagner. Parce que c'est aussi de se protéger, dire j'ai mon idée, j'ai envie d'y aller et de ne pas écouter forcément. Il y a des fois un entourage qui est assez ah oui, mais fais attention. Donc c'est plutôt vas-y, fonce. Et même si on n'est pas, tu n'es pas prêt, c'est pas grave. Le principal, c'est déjà avoir l'envie, la motivation, et puis y aller. Ce qui est relativement omniprésent dans ce que vous venez de nous partager. Nous ne savons pas ce que vous en pensez, auditeurs, et n'hésitez pas à nous partager ce que vous avez pu comprendre et retenir de tout ce qu'on a pu partager jusqu'à présent en commentaire. Le mot qui revient, en tout cas ce que ça peut évoquer, c'est la perception finalement d'une situation et comment on l'interprète avec nos propres filtres, nos propres pensées, tout ce qu'on porte aussi par rapport à notre vécu, ce qu'on nous transmet au niveau familial, parfois qu'on porte comme on va dire comme des bagages déjà sur soi, sans en avoir conscience, où on traîne ça avec nous et on se lance dans une vie entrepreneuriale où la perception finalement d'une situation, des choses parfois qui semblent impossibles pour les uns, surtout dans la sphère personnelle, et qui n'est pas impossible pour d'autres. À partir du moment où on croit profondément qu'on est capable de le faire parce qu'on est outillé en soi et autour de soi, finalement, qu'est-ce qui nous empêche d'y aller et de tester? Et si on se plante, qu'est-ce qu'on retient pour recommencer et surtout mieux recommencer? Vous faire différemment. Exactement, tout à fait.
Alors c'est marrant, la question que tu as posée juste avant, je l'avais quasiment identique. C'est vrai. Si tu pouvais te retrouver devant ton toi de tes 15 ans, quel conseil te donnerais-tu? Voilà, c'est quasiment la même question. Est-ce qu'on conclut? On peut conclure. Alors, Qu'en dites-vous? Oui. on va boucler la boucle. Je vais vous demander de choisir 2 cartes et de répondre à l'une des questions. Allez, on te laisse l'honneur, François. Je vais prendre là. Yes. C'est bon pour vous? Ah, ça, apparemment ça fait réagir, c'est le plus important. Ça te fait sourire, Marielle? Ah oui. Bah, si je prends la première, qu'est-ce qui te rend créative? Oui, je suis une créative, parce que voilà, j'ai toujours envie de renouveau, et je pense aussi le fait d'être chef d'entreprise, ça me permet aussi de prendre du temps, et des fois pour dire qu'est-ce que j'ai envie de faire, j'ai envie de faire autre chose. Et je pense que aussi au fur et à mesure on s'améliore grâce au feedback des personnes qu'on accompagne et avec qui on travaille aussi, puisque voilà, je fais des partenariats, et j'ai dit mais qu'est-ce que j'aimerais faire de nouveau, qui soit un peu atypique. Voilà, je suis vraiment et ça me rend plein de bonheur. J'adore ces moments-là de créativité. Alors moi la question c'est dans quel domaine te trouves-tu absolument génial? Alors c'est pas un domaine, c'est ma raison d'être. Et moi ma raison d'être c'est de provoquer l'essor des gens. Et alors je l'incarne, pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure, dans la vente, dont je parle beaucoup, mais également dans le management. Je l'incarne avec le podcast, et puis je l'incarne avec prochainement un livre qui va sortir sur les croyances limitantes dans la vente, qui a pour mission d'aider toutes les personnes qui ont une perception, pour reprendre le mot que tu as cité tout à l'heure, de la vente horrible, et qui du coup se pourrissent la vie avec ça. Et je profite de l'occasion pour dire que nous allons lancer une campagne de crowdfunding. Alors je dis nous parce que je vais faire ça avec mon ami Clément. Nous allons lancer une campagne de crowdfunding autour de la publication de ce livre, pour que justement il soit essaimé partout, et que au final, moi mon objectif c'est que chaque entrepreneur de France et de Navarre ait ce livre comme livre de chevet. Son exemplaire à retrouver du coup prochainement sur Ulule. Voilà. Et sinon on peut te suivre aussi sur LinkedIn pour un peu se préparer à la sortie du livre et te découvrir pour ceux qui ne te connaissent pas. C'est ça. Je vais terminer avec une question qu'on avait prévue et qu'on n'a pas posée pour l'instant. Ça permettra de terminer là-dessus. On avait encore une question. Ouais, mais celle-ci, on pourra les faire à un autre moment. Pour terminer sur cet épisode, je trouve hyper riche, est-ce que vous pouvez nous partager chacun votre super pouvoir? Cette capacité, je pense que j'ai de rendre invisible ce qui est visible. Et toi, François? C'est ce que j'ai dit précédemment, en fait. Pour moi, c'est... Alors, attends, c'est un super pouvoir qu'on a ou qu'on souhaiterait avoir? Que tu souhaiterais avoir, ça serait intéressant. Non, je préfère dire celui que j'ai. Autorise-toi. Ouais, je m'autorise. Non, pour moi, le super pouvoir, c'est ce que j'ai dit précédemment, en fait, c'est la capacité à débloquer des blocages qu'il y a chez les gens pour provoquer leur essor. Pour moi, c'est vraiment ça que j'arrive vraiment à bien faire aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent et qui souhaiteraient vous contacter, comment est-ce qu'on peut venir à vous? Alors moi, je suis un adepte du téléphone. Donc, j'ai un numéro de téléphone qui est le 06 79 04 62 66. C'est le meilleur moyen de me joindre, sinon LinkedIn, où je publie 3 fois par semaine. Et je suis assez actif. Puis bien entendu, mais là on ne me rencontre pas, mais on écoute les 5 minutes de La Voix de la Vente chaque jeudi. Sur YouTube? Sur YouTube, et sinon sur toutes les plateformes, en fait, Spotify, etc.
Très bien, alors, nous ne manquerons pas de partager toutes les informations dans le descriptif de cet épisode. Nous vous invitons à le consulter pour pouvoir venir à toi, François, ou t'écouter sur les ondes et YouTube. Et toi, Marielle? Moi, sur LinkedIn, on peut me contacter et souvent je propose aux gens après une petite visio, voilà, pour échanger. Sous forme de café, café visio? Un café visio le matin, voilà. Pour bien démarrer la journée. Tout à fait. C'est bloqué dans son agenda. Voilà. Chaque jour, il y a le café visio. Outlook. Pour terminer, je voulais remercier déjà François et Marielle d'avoir joué le jeu pour cette grande première de la collaboration finalement. Lyra, Plumania et notamment le podcast du coup Eclipse qui a été lancé récemment. D'ailleurs, on est dans les locaux de BGE Picardie, donc voilà, on est à la maison comme on dit, et puis tu as l'habitude de venir ici, donc c'est quand même une collaboration qui s'est jamais arrêtée finalement entre Lyra et puis les actions que tu entreprends du coup, Adriana. En effet, on va dire que les locaux de BGE Picardie, c'est mon deuxième bureau. Oui, c'est ça, c'est ta deuxième maison. Quand tu as envie de sortir de chez toi, tu viens ici. C'est ça. En tout cas, si vous souhaitez retrouver de prochains épisodes en collaboration, ils vont venir prochainement, vous inquiétez pas. L'idée, c'est aussi de faire vivre nos univers respectifs. On voulait pas arrêter notre collaboration tous les deux et on savait que le podcast, c'est quelque chose qui a du sens pour nous, pour mettre en lumière les entrepreneurs de notre réseau. Et on est content de démarrer avec ce superbe duo. Et puis le prochain, on vous l'annoncera dans quelques temps. Voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Eh bien oui, Clément, et je te remercie de me tendre la perche. Moi, ce que je souhaitais apporter en complément, c'est que le podcast unit et relie finalement nos univers. Ouais. Et en tout cas, c'était un grand bonheur, Marielle, de pouvoir être à tes côtés pour ce podcast, et François, que je te connaissais depuis un certain temps sur LinkedIn, et c'est aussi ça la magie de l'instant présent, c'est de te suivre déjà depuis un certain temps sur LinkedIn et être aujourd'hui face à toi, au bout du micro, échanger sur une thématique aussi passionnante avec justement ces ponts entre le capital humain et la préparation mentale à la vente. En tout cas, moi j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à vous accueillir aujourd'hui. Plaisir partagé, complètement. Ouais. C'était un très bel exercice. Vous êtes tous les deux là, de formidables intervieweurs. Vous savez bien aller nous chercher dans les coins. Et les recoins. Et les recoins. et puis bon, écoute, j'ai bien aimé notre duo. Donc franchement, continuez à refaire parce que c'est vraiment très intéressant. Sachant que peut-être, Clément, qui sait, on a peut-être semé des graines, parce que ce serait peut-être aussi la manière d'entrevoir d'autres possibles. Marielle et François, qui sait, tout est possible finalement. Bah oui, tout à fait, oui. On partage beaucoup de valeurs, donc je pense qu'en effet, il y a certainement des duos à faire dans la vie pro. Sûrement. En tout cas, c'est ce qu'on fait émerger régulièrement dans nos actions. Et on a montré un petit peu l'exemple avec les épisodes Plumania Lyra quand Lyra a commencé. Et en tout cas, c'est ce qu'on veut véhiculer et créer des synergies, c'est important pour nous. Et donc, comme je le disais tout à l'heure avec les cartes, si on ne montre pas l'exemple et qu'on ne le fait pas nous-mêmes, ça n'a pas de sens. Donc, c'est important aussi pour nous d'être dans cette dynamique-là. Et je tenais vraiment à te remercier, du coup, Adriana, pour toujours être partante dans nos aventures. Donc, ça fait plaisir. Clément, comment refuser? Là, concrètement, ce que vous connaissez, auditeurs et auditrices, ce que j'ai le plaisir de vous partager, c'est un concentré de good vibes. Et là, en fait, tu m'as tendu la perche pour faire de ce concentré de good vibes 1x2. Tu as de 2 fois plus de puissance et de good vibes au bout du micro. Comment refuser? C'est sûr. C'est sûr. Merci à toi en tout cas aussi pour ta confiance et merci à vous pour votre présence et votre participation. Avec plaisir. Et on se dit à très bientôt. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut.